Bonjour à tous. Et oui, je me suis tapé le discours du roi Macron. Le roi, le monarque, celui qui se fait attendre pour 20 heures pétantes pour nous annoncer à quelle sauce on va être mangé, quelles sanctions vont nous tomber dessus. J'ai regardé ce discours et puis j'ai même regardé aussi les précisions du gouvernement aujourd'hui. Oui, je regarde, non, je ne boycotte pas, tout simplement parce que pour militer, il faut s'informer. Et ce qui nous arrive actuellement, on voit bien que c'est une série d'annonces qui nous mènent droit vers la dictature et j'assume complètement ce mot, dictature, déguisée en plus, c'est encore pire à la limite qu'une dictature franche et honnête, sous couvert de démocratie et de république. On nous enlève petit à petit des droits sous prétexte d'une pandémie, sous prétexte d'un risque terroriste, sous prétexte d'insécurité, etc. Tous les prétextes sont bons pour nous contrôler un peu plus, nous enlever des droits, nous opprimer, nous exploiter. Et là, avec ce discours de Macron puis du gouvernement, ça confirme encore une fois ce constat qui est assez terrible, puisque en fait tout s'accélère en plus. Tout se fait vraiment en très très peu de temps. On a perdu beaucoup et on continue à perdre. Et en plus, c'est très très bien fait puisque les décisions gouvernementales, même si on pourrait dire qu'elles sont faites de façon totalement incompétente, etc., je pense qu'il n'y a pas que de l'incompétence. Il y a aussi un choix délibéré d'y aller petit à petit, de manière à ce qu'on accepte et à ce qu'on s'habitue à l'autoritarisme. La décision du couvre-feu en est un bon exemple, puisque au lieu de nous confiner totalement, on décide de faire un couvre-feu, c'est-à-dire on nous fait un petit cadeau finalement, un couvre-feu nocturne. On se dit c'est pas très grave, mais en fait ça ressemble quand même plus ou moins à la guerre. Finalement, on aurait dû croire Macron quand il a répété le mot guerre 8 fois, je crois, à son premier discours du Covid. Une guerre contre la classe populaire. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc je trouvais intéressant, étant donné que, évidemment, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas politologue. Comme je vous le dis dans chacune de mes vidéos, je ne prétends rien, si ce n'est arriver peut-être à synthétiser un discours empli de mots vides, de formules politiciennes pourrait nous embrouiller le cerveau. Et c'est bien d'aller droit au but et de résumer et de voir un peu clairement à quelle sauce on va être mangé finalement. Donc pendant ce discours qui s'est réalisé sous la forme d'une interview un peu à l'américaine, là où t'as deux journalistes qui posent des questions au cher monarque qui nous octroie un moment d'écoute, un moment de parole. C'est un peu la parole divine, on l'attend comme le Messie. Parce qu'en fait, on l'entend très peu, Macron, et les fois où on va l'entendre, c'est annoncé des jours avant et on attend une heure précise pour savoir ce qui va se passer. Donc on est maître de rien, clairement. On est censé être dans une démocratie. Et en fait, on attend la parole présidentielle comme la parole divine. Donc ça, c'est ce que j'ai observé dans un premier temps. Et puis, dès les premiers mots, on entend toujours les mêmes formules macroniennes, c'est-à-dire on est géniaux, on a réussi, je suis super, je ne regrette rien, au contraire. Donc les premiers mots, c'est... Nous n'avons pas perdu le contrôle, nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui justifie que nous ne soyons ni inactifs, ni dans la panique. Nous avons appris de la première vague. Si on avait appris, peut-être qu'on n'aurait pas eu une deuxième vague, je sais pas. On sait que le virus tue, oui, je vous remercie. Je pense qu'on est au courant. Et il frappe davantage les personnes âgées et les pauvres. Ok. Sauf qu'en fait, à la fin, on se rend compte que ces mesures ne vont pas aider les pauvres ni les personnes âgées. Donc, à quoi bon dire ça? Alors voilà, moi j'ai 2 pages de notes, donc je vais peut-être pas tout vous lire, ça m'a beaucoup inspiré. Mais en gros, voilà en vrac ce que j'ai retenu. Donc très rapidement, Macron nous annonce qu'il va mettre en place un couvre-feu, donc de 21h à minuit, chaque jour à partir de samedi, en Île-de-France et dans 7 ou 8 autres métropoles, donc Lyon, Rouen, Toulouse, Montpellier, Marseille, bref. Vous avez eu la liste, tout le monde a eu la liste. Donc il le confirme puisqu'on le savait quelques heures avant, on le savait quasiment. Alors c'est un choix de région qui correspond pas à grand chose puisque ça correspond pas vraiment aux régions écarlates, donc les pires sur le plan sanitaire, en tout cas sur le plan des contaminations, etc. C'est pas forcément les régions les pires, donc on sait pas trop à quoi ça correspond. On apprend dans le même temps, donc c'est toujours la politique du et en même temps, c'est-à-dire que dans ces régions-là, il y a un coup de feu.
Il y a un couvre-feu, lapsus révélateur. Il y a un couvre-feu, donc dès 21h, on n'a plus le droit de sortir de chez nous, comme en temps de guerre. Si on sort, on a une amende. Si on récidive, on a une amende supplémentaire. Mais ça, je reviendrai après parce que Castex, il nous a annoncer un peu la couleur des amendes. Et puis donc toutes les activités qui ont lieu normalement le soir, comme les théâtres, les cinémas, les bars, c'est pas moi, les concerts, les fêtes, les discothèques, tout ça, et ça n'a plus lieu d'être. Donc c'est fermé. Voilà, tout ça est fermé. Donc il nous rassure parce qu'il va prolonger quelques aides. Surtout, il va prolonger les prêts de l'État. Donc c'est une super idée puisque voilà, le prêt de l'État, ça aide vachement en fait. On est juste un peu plus endetté. Puis il nous rassure aussi, puisque pour les jeunes, il va nous aider, nous les jeunes, enfin pas moi, mais parce que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Ça, j'ai trouvé ça assez dégoûtant de dire un truc pareil. En fait, tu le sais et tu le dis. Ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job. Et tu fais rien pour aider, puisqu'en fait, la seule aide qu'ils proposent, c'est pour les gens qui sont au RSA, on va leur donner une petite prime de 150 € et 100 € par enfant. Alors, je dis pas que les gens au RSA n'en ont pas besoin, bien évidemment que les gens précaires ont besoin de sous, c'est pas ça. Mais simplement, en faisant ça et en ne donnant rien aux personnes qui sont sur la tranche supérieure, c'est-à-dire les tout petits salaires, ça crée un fossé énorme, on ne sait pas pourquoi. Ça stigmatise les gens qui sont au RSA, ça crée de la haine entre les catégories sociales. On va dire encore une fois que les gens qui ont des aides sont des assistés, et en même temps, ceux qui ont des aides, c'est pas de leur faute, quoi. Ça va créer encore un peu plus de division. Et là-dessus, ce qui est rigolo, c'est que justement, alors je sais plus si c'est Macron ou Castex, mais il y en a un des deux, si ce n'est les deux d'ailleurs, nous ont vaccinés avec leur histoire de solidarité et du fait qu'il fallait pas se diviser. On sortira plus fort parce qu'on sera plus unis. Voilà, si j'avais un message à passer à nos concitoyens, c'est ça. Voilà. Nous avons besoin les uns des autres, on s'en sortira ensemble. C'est quand même c'est un comble de dire ça, puisque ceux qui créent la division, c'est eux. Et même, je dirais même qu'en choisissant de mettre en place un couvre-feu, qui va donc détruire un peu plus, puisque c'était déjà le cas avec le premier confinement, puis avec tout ce qui a suivi, qui va détruire les activités telles que les petits restaurants, les bars, etc. Et en faisant ça, donc il va pas toucher toutes les activités, mais seulement quelques-unes, et il va à nouveau diviser le peuple, puisque les restaurateurs, les discothèques, etc., ils vont à nouveau manifester pour leurs propres intérêts, et en même temps je comprends, parce que la plupart vont faire faillite, donc c'est la moindre des choses de manifester pour ses droits. Simplement, ça crée à nouveau une division entre ceux qui souffrent et qui vont lutter pour leurs propres droits et qui vont peut-être bénéficier davantage. On ne sait pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, dans un mois, Macron, il va dire « Allez, je vous donne une petite prime de 1 000 €. Allez, les bars, je vous donne tant d'argent, etc. » Ce qui fait que ces gens-là, ils vont obtenir quelque chose, mais en fait, c'est une miette, c'est pas quelque chose de durable du tout. Et ils vont s'arrêter de manifester. Ou, dans l'autre sens, vu que c'est qu'une seule catégorie de personnes, les autres qui sont pas touchés, ils vont pas forcément être solidaires. On voit bien que la solidarité, il faut que tout le monde soit dans la merde pour que ça fonctionne. Donc ça, pour moi, c'est même très ingénieux et c'est terrible puisque c'est encore une fois divisé pour mieux régner. Ça a toujours marché, ça continue de marcher, ça continuera de marcher. Donc, Macron en profite. Et puis en plus avec un ton méprisant, condescendant. Par exemple, il y a un truc qui m'a choqué. En plus, ce qu'il dit est tellement gros que ça en devient ridicule et on se demande comment ça peut passer, mais ça passe. Je pense qu'il faut, dans le pays des Lumières et de Pasteur, qu'on arrête d'avoir des espèces de débats permanents sur les faits ou la vérité scientifique. Il y a un conseil scientifique qui joue un rôle essentiel. Il va d'ailleurs être pérennisé. Je remercie ses membres. Mais voilà, on a quelques certitudes, il faut s'en donner aux faits et pas dire chaque jour « ceci n'est rien, on peut faire comme ça ». On ne peut pas dire « ceci n'est rien ». Mais c'est pas vous qui avez dit que le masque servait à rien, par exemple. C'est pas vous qui avez remis en question des observations scientifiques, les scientifiques qui disaient il faut tester, masquer, etc. et que vous disiez mais non, c'est bon, on a le temps et tout. Et maintenant, vous nous dites à nous qu'on ne doit pas remettre en question la science. C'est vous qui avez induit ça, c'est vous qui avez propulsé des théories, des fake news, etc. Comment on peut avoir confiance maintenant? Et comment vous osez nous critiquer, nous?
montrer l'exemple. C'est pareil, le mec, il est à la télé, sans masque, et il nous dit « Oui, alors j'ai quelques conseils à vous donner. Mettez vos masques. » Donc le mec n'en a pas. Et il nous dit ça. « Lavez-vous bien les mains. Aérez vos maisons. » Il est impératif de respecter les règles d'usage, c'est-à-dire même dans le cadre familial, de mettre vos masques, de garder au maximum les distances. Quatrième règle, pas possible pour tout le monde, France entière, aérer régulièrement. Il faut aérer, les scientifiques nous disent, 10 minutes 3 fois par jour. Mais ça va, t'es notre père ou quoi? Et en parlant de père d'ailleurs, la journaliste, je me souviens plus comment elle s'appelle, Lapix, lui dit... Pourtant, le rapport que vous évoquez, il parle aussi d'infantilisation. Il vous reproche une certaine infantilisation. C'est pour ça que et est-ce que le couvre-feu, c'est pas aussi ça? Nous essayons. Et elle a touché dans le mille, puisque c'est exactement ce qu'il fait à longueur de temps. Et on voit bien qu'elle a touché dans le mille, puisqu'il n'a cessé de répéter cette expression tout le long de cette interview. J'ai pas compté, mais ça devait être au moins 5 fois, où il dit mais mettre des règles, c'est pas infantiliser. Mais vous voyez bien que j'infantilise pas. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas de l'infantilisation. Enfin, ça, c'est mettre des règles, c'est pas infantiliser. Non, je vais pas dire aux gens, on vous empêche de bouger de votre ville. On vous empêche 3 jours avant de partir en vacances. Là, vous me diriez, vous infantilisez les gens. Non. Il n'a pas arrêté d'essayer de se justifier. En général, quand on cherche à se justifier sur quelque chose, c'est qu'on le fait et c'est qu'on est mal à l'aise par rapport à ça. Bon, après, on s'en fout qu'il soit mal à l'aise. Hein, c'est pas... Et puis même lui, ça va pas lui empêcher de dormir. Mais au moins, on voit bien qu'on est dans le vrai quand on dit qu'il nous prend pour des enfants. On a l'impression d'être dans une grande surface avec une stratégie de marketing. Donc encore une fois, la France, c'est une start-up nation, quoi. Et donc, il va régulièrement répéter des slogans, mais presque comme des publicités. Donc il va dire, pour les jeunes, on a trouvé la solution. La solution, c'est l'opération Un jeune, une solution. Un jeune, une solution. C'est bien les phrases toutes faites, mais on s'en fout. C'est quoi la solution en attendant? Parce qu'il y a des étudiants qui se suicident, on peut pas trouver d'emploi. Dans les formules aussi, stratégie de marketing encore une fois. Ils voient que l'appli Stop Covid, application de traçage et de surveillance, sous couvert de protéger la population contre le risque sanitaire, il a vu que l'application n'avait pas fonctionné, qu'elle n'avait pas été assez téléchargée, et même si elle a quand même été téléchargée 2 millions de fois, ce qui est déjà trop, grâce à cette appli, on a trouvé que 400 cas. Donc c'est vraiment ridicule, c'est nul, c'est pourri. Sauf que du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle application et on va changer de nom. C'est un peu comme le FN qui devient RN pour séduire les gens et accroître sa popularité, mais en fait, on ne change pas le fond de l'histoire. C'est toujours le même parti. Et c'est pareil pour l'application, ça sera la même application, voire même peut-être pire, et elle va s'appeler... Il faut qu'on ait une nouvelle application, elle va s'appeler Tous Anti-Covid. No comment. C'est ridicule. Oui, autre chose qui fait qu'on se croirait vraiment dans une entreprise et dans la course au succès et à l'atteinte des objectifs et au profit et à l'économie et au rendement, alors qu'on parle quand même de santé et de mort de gens, hein, et puis de restriction de liberté quand même, donc c'est pour moi bien pire que l'économie. Hein. Il va régulièrement utiliser, mais ça c'est très habituel et Trump le fait aussi et beaucoup de politiciens le font, il va utiliser la formule, l'argument, les autres font pareil, ou les autres font pas mieux. On est le premier pays à faire ci, à faire ça. On est les meilleurs. Je me félicite que nous ayons été parmi les premiers pays à rouvrir nos classes, et nous l'avons respecté beaucoup mieux que dans d'autres pays. Les chiffres le montrent, tous nos voisins le font. Aujourd'hui, en Allemagne, il doit y avoir 6 ou 7 000 cas par jour. On est à 20 000. L'Allemagne prend des mesures de ce type aujourd'hui. Elle est plus prudente et elle a moins de morts aussi. Mais on s'en fout. Qu'est-ce que ça fait de toute façon? Pourquoi se comparer aux autres si les autres font de la merde? C'est complètement idiot comme raisonnement. On est l'un des pays qui a le plus accompagné économiquement et socialement notre nation. Je veux juste rappeler quand même un chiffre, c'est qu'aux États-Unis, pourtant pays libéral, on a versé 2400 $ par mois à toutes les personnes privées d'emploi, sans condition, pendant 6 mois, de mars à septembre. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il y a une étude qui a démontré que, en fait, les écoles et les universités, elles représentaient un tiers des foyers de contamination. Donc, on voit bien que ça n'a aucun sens. C'est pas forcément les bars et les restaurants qui sont les premiers lieux à risque. On voit bien que c'est délibéré de laisser les écoles ouvertes pour que les gens continuent à travailler. On voit bien que si Macron s'inquiète des contaminations dans les restos, il ne va pas s'inquiéter des contaminations dans les cantines de travail ou dans les buffets d'entreprise. Pareil, il dit donc il met en place ce couvre-feu.
Donc ça va bousiller l'économie et la vie de certains commerçants, même de nombreux commerçants. Mais par contre, il autorise les vacances. Là, on va être à la Toussaint. Donc ça veut dire que les gens vont quitter des régions de couvre-feu pour rejoindre des zones soit qui sont pas du tout touchées ou faiblement touchées par le Covid, soit qui sont en alerte, en zone écarlate. Voilà encore un terme ridicule. Donc en fait, ils vont déplacer le virus. Tout ça pour du coup rester dans leur lieu de vacances, ne pas sortir le soir, ou alors peut-être ils vont sortir, mais si jamais il y a un couvre-feu, eh ben, ils vont faire la fête où? Ben, dans les hôtels, chez eux. Et c'est mieux, sans règles sanitaires, sans distanciation sociale. Parce qu'à la limite, dans les bars et dans les restos, on avait des distanciations, on avait les tables, on pouvait ne pas être plus de 6 personnes à table, etc. Il y avait certaines règles. Et d'ailleurs, les restos rateurs se faisaient bien chier pour les appliquer et perdaient souvent des sous à cause de ça et du temps. Et là, donc, on va dire aux gens, bah, restez chez vous et puis allez-y, faites la fête. Bah, non, officiellement, ils disent pas ça. Ils disent qu'on n'a pas le droit d'inviter plus de 5 amis. Mais bon, la police va venir chez nous pour vérifier. Et si c'est le cas, c'est pas encore plus la dictature? Enfin, c'est ridicule. D'ailleurs, c'est tellement ridicule que y a plein de gens qui réagissent en faisant des blagues, parce que à la limite, si c'était pas si grave, on se marrait, quoi. C'est vraiment un sketch grandeur nature. Et j'ai par exemple un ami qui dit, bah en gros, si tu veux inviter des potes, ils doivent dormir chez toi. Bah ouais, c'est complètement absurde. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je suis tombée sur une publicité véridique, hein, une publicité sponsorisée sur Facebook d'un fabricant de lits qui du coup fait une pub pour des matelas et qui dit, vous avez des amis qui ont besoin de rester dormir après 21h? Corem a la solution pour vous. Livraison gratuite, départ sous 24 heures. Enfin, on voit bien que c'est du n'importe quoi. Il y a des gens là-dessus qui en profitent pour se faire encore de l'argent. Enfin bon, ça crée vraiment une situation digne d'un roman de science-fiction, encore une fois. Donc là-dessus, Macron termine en étant toujours très consensuel, très social, très compréhensif, bien sûr dans la forme. Aujourd'hui, nos soignants sont très fatigués, à juste titre, parce qu'ils ont été au front pour la première vague. Ils ont ensuite dû reprogrammer tous les autres soins durant tout l'été, et il y a cette deuxième vague. Et donc, nous n'avons pas de lit en réserve. Donc c'est comme ça qu'ils justifient ce couvre-feu. Nous n'avons pas de lit en réserve, nos soignants sont très fatigués. Mais le problème, c'est que les soignants étaient déjà fatigués avant, que leur métier c'est de soigner, c'est pas ça qui les fatigue. C'est les conditions dans lesquelles ils sont obligés de travailler. C'est une honte de dire ça. C'est-à-dire que tu t'appuies sur le fait qu'il n'y a pas assez de lits pour nuire à une énorme partie de la population, alors que c'est vous, les gouvernements, depuis très longtemps, qui êtes en train de démanteler petit à petit l'hôpital public, et on le voit. Même vos mesures, là, le Ségur de la santé que vous avez mis en place, qui est magnifique, selon Castex, une énorme avancée pour les salaires des soignants. En fait, c'est une grande fumisterie. Encore une fois, c'est une opération de communication. C'est comme pour l'écologie. Vous faites des conseils, des études, des stratégies, etc. Mais en fait, on voit bien que c'est de la poudre aux yeux. Même les syndicats du secteur de la santé disent que le Ségur, en fait, ne permet pas aux jeunes soignants d'avoir des hausses de salaire. Donc, comment on peut recruter dans ces conditions? Et puis, il fallait pas fermer des hôpitaux. Enfin bon, on voit bien que c'est un non-sens total, mais il s'en fout, le mec. Il continue à nous asséner que malheureusement, on n'a pas assez de lits, donc on n'a pas le choix, sans jamais se poser la question de la cause. On va toujours traiter les conséquences et on va jamais s'interroger sur les causes. Et évidemment, il n'y a pas de secret puisque c'est eux qui ont causé le problème, donc ils vont pas se remettre en question. Malheureusement, c'est pas le bien de leur peuple qui est en jeu pour eux, qui est important. C'est simplement savoir s'ils vont être réélus, s'ils vont réussir à faire encore du profit, s'ils vont pouvoir aider leurs potes, que ce soit les lobbies de je sais pas quel secteur qui se fait du fric en ce moment, du tourisme, les avions, les automobiles, etc. Et par contre, tous les petits commerçants, on les emmerde, on s'en fout. Donc Macron nous a promis quelques aides, voilà. Oui, enfin, même si c'était vrai, déjà j'y crois pas. Mais même si c'était vrai, c'est pas ça qui règle le problème sur le long terme. Ça fait que donner des miettes, ça règle des choses sur l'instantané, mais ça repousse les problèmes et les conséquences. Et on va le payer très très cher. Donc à la suite de ce discours qui se termine par un appel à la solidarité, à l'union, et cessons la division, etc., qui est quand même insupportable à entendre quand on voit que ça fait quand même plusieurs années qu'on se bat pour s'unir malgré les tentatives de division des gouvernements. Donc aujourd'hui, il devait y avoir les précisions du gouvernement, donc de Castex, Premier ministre, et puis tous les autres derrière, Le Maire, Darmanin, etc.
Pour donner des précisions, donc déjà ça change puisque ce n'est plus 135 € d'amende, puis 1 500 € en cas de récidive, c'est 135 € d'amende, puis au bout de la 3e récidive, 6 mois de prison. Oui, 6 mois de prison, hein, vous entendez bien. 6 mois de prison et 3 000 et quelques euros d'amende, je sais plus, parce que Darmanin, il a chuchoté ça quasiment, quoi. 6 mois d'emprisonnement possible et 3 750 € d'amende. Castex, qu'est-ce qu'il ose dire aussi? Alors lui, il en a dit de bonnes. Alors ça a duré 1h30, j'ai pas tout regardé franchement parce que c'est quand même assez insupportable. Nos professionnels de santé, admirables et héroïques pendant la première vague, sont fatigués et éprouvés. Je veux leur rendre hommage de façon appuyée et leur dire... Ils sont pas encore morts, hein, donc il faudra peut-être les aider à survivre. Olivier Véran y reviendra, que nous mettons tout en œuvre pour les soutenir face à cette nouvelle vague de l'épidémie. Voilà, ça se passe de commentaires. Et puis surtout... J'entends dire que la bonne réponse aurait été de créer massivement des lits supplémentaires en réanimation, plutôt que de prendre des mesures de freinage de l'épidémie. Personne ne dit ça. On dit il aurait fallu et aussi prendre des mesures pour stopper l'épidémie. Mais pas juste un truc pourri qui ne sert à rien sans régler les problèmes de l'hôpital public. C'est ça qu'on dit en fait. C'est doublement faux. Aucun système hospitalier ne serait capable de faire face aux conséquences d'une telle épidémie qui pourrait conduire à des dizaines de milliers d'hospitalisations graves si nous ne faisions rien en amont pour l'enrayer. Aucun système hospitalier n'aurait pu faire face, mais on ne sait pas déjà. Est-ce que tu as étudié le sujet? Peut-être que oui. Peut-être que si on avait eu un vrai hôpital public avec des tas de locaux, des tas de lits, on aurait pu affronter ça. Peut-être. Et alors? Et puis en plus, c'est même pas la question de dire qu'il fallait rien faire pour contrer l'épidémie. Bien sûr que oui. Mais ça va pas sans le fait de bien préparer les hôpitaux et de bien soigner les conditions de travail des soignants, quoi, de donner du bon matériel, de pas leur donner des sacs poubelles en guise de blouse, quoi. Enfin, c'est du bon sens, quoi. Le mec, d'ailleurs, il nous parle de bon sens, mais il devrait l'appliquer, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Donc le mec, en gros, il est en train de dire, mais de toute façon, même si on avait rajouté des lits de réanimation, ça aurait rien changé. Mais espèce de con. T'as pas honte, quoi. Si on n'avait pas agi en amont, on n'avait rien fait en amont, on est déjà pendant et même après, on est déjà aux conséquences, là. Donc vous avez pas du tout agi en amont, c'est bien ça qu'on vous reproche. Après, il y a quelques phrases un peu choc comme ça. Nous faisons le pari de la confiance avec les élus locaux, au premier rang desquels les maires, avec qui nous dialoguons en permanence. J'aimerais bien interviewer le maire de Marseille qui disait que quand il y a eu la fermeture des bars là, avant les autres régions, qu'elle n'avait jamais été informée par le gouvernement. Donc c'est vraiment un mensonge éhonté. On avait preuve de ça. Ensuite, il va nous dire qu'il y a donc des exceptions au couvre-feu. Les exceptions, donc, c'est de partir en vacances, de prendre le train, de prendre l'avion, comme si ça ne propageait pas le virus. C'est quand même assez rigolo. On voit bien qui on enrichit en gardant ça. On peut, ceux qui travaillent la nuit, ils peuvent, hein, sauf les barman et les restaurateurs et les acteurs de théâtre. Et voilà, donc ça dépend dans quel boulot. Il y a des boulots qui se sont sacrifiés. Sauf si on promène notre chien, enfin voilà. Il y a quelques exceptions comme ça, mais on ne sait pas exactement la liste. Il va nous falloir des attestations. Retour à mars 2020. L'attestation est déjà disponible sur le site du gouvernement. C'est faux, j'ai vérifié, elle n'y est pas. Les exceptions aussi, c'est les hôtels et certains restos qui donnent de la bouffe à emporter. Et dans les zones listées, là, dans les 8 ou 9 régions, où il y a le couvre-feu, les débits de boissons seront fermés toute la journée. Donc les bars, c'est fini. Vous pouvez dire adieu à votre boutique, sauf si peut-être vous aurez des aides et des prêts pour vous accrocher encore quelques mois avant la faillite totale, je sais pas. Les centres sportifs, c'est pareil, hein. On peut plus faire de sport. On a remis en place l'état d'urgence. On le remet en place à partir du 17 octobre. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'il avait pris fin, cet état d'urgence. Donc, c'était une grande nouvelle. Donc, j'ai vérifié. En effet, il avait pris fin le 10 juillet. J'ai jamais vu la différence. Je ne sais pas si vous avez vu la différence entre état d'urgence et pas état d'urgence. Pour moi, on a toujours été dans un pays policier, autoritaire, depuis 2 ans même, je dirais, même bien avant le Covid. Non-stop, et c'est même de pire en pire. J'ai pas vu les différences, donc faut croire que ils ont le droit de tout. Darmanin a annoncé qu'il allait déployer 12 000 policiers et gendarmes. On va aider donc les bénéficiaires du RSA et les entreprises. Bon, on verra bien si c'est vrai, mais en tout cas, même si c'est vrai, les salariés, par contre, moi-même, c'est un exemple. C'est pas pour me plaindre, mais en tant qu'écrivain, c'est fini. Hein, ma carrière est foutue. Je suis obligée de changer de métier. Je suis obligée de trouver un autre emploi.
On n'a rien. Et puis alors le fonds de solidarité, pour l'instant, je ne le vois pas, hein. Il s'est arrêté là, le mois dernier, et depuis terminé. Soit disant que Bachelot doit trouver des solutions demain. Mais de toute façon, comme je disais, c'est pas les aides le plus important, c'est d'avoir... Si on avait eu par exemple un salaire minimum pour tout le monde dès le début, on n'aurait pas ce problème. Si tout le monde avait un minimum vital, on n'en serait pas là. Et si on avait, je sais pas moi, remis l'ISF par exemple, c'était de l'argent magique là pour le coup. Les attestations fonctionnent pendant 1 heure, hein, donc faut faire attention parce qu'au bout d'1 heure, on peut se taper une bonne amende. Je pense qu'ils vont se faire pas mal de sous avec ces conneries. Ah ouais. L'État et le gouvernement dans son ensemble sont bien entendu en première ligne. Ça, c'est de la provocation ou quoi? On sait très bien qui est en première ligne quand même. Eux, ils sont là dans leur château, dans leur palais. Hallucinant. Ah oui, dernière citation de Castex qui quand même vaut le détour. Mais ce n'est pas l'État qui frappe, c'est le virus. Ce qui frappe avant tout, c'est l'État, malheureusement. C'est le gouvernement qui est encore pire que le virus et qui utilise le virus pour nous frapper, pour nous mettre à terre. Bon, voilà en gros ce qu'il y avait d'important à retenir, je pense. Peut-être que j'ai loupé 2-3 trucs, mais... Et comme toujours dans les moments difficiles, la tentation est grande de rechercher les boucs émissaires, d'opposer les uns aux autres, de nous perdre dans de vaines polémiques. Le moment viendra d'en tirer sereinement toutes les conséquences. Globalement, c'est ça. Donc, plus ça va, plus on est content. Voilà, je vais terminer cette vidéo avec quelques petites actus qui sont sympas, ironiquement ou pas d'ailleurs. Ce matin, il y avait la perquisition de Jérôme Salomon, directeur de la Santé, et Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, par rapport aux plaintes, vous savez, qui ont été déposées à leur encontre par rapport à la gestion de la crise, justement, au début de la crise du Covid, pour savoir s'ils étaient informés de cette crise avant même qu'ils ne prennent des mesures, c'est-à-dire qu'ils ont eu du retard dans les mesures prises et donc dans la protection de leur peuple. Bon, ça, on le sait, puisque Agnès Buzyn l'a avoué, mais pour autant, il faut quand même chercher des preuves, apparemment. Et ce qui est rigolo, c'est que Jérôme Salomon était invité chez Bourdin ce matin même, et pour justifier son absence, puisqu'il a été perquisitionné, Apolline de Malherbe dit qu'il n'a pas pu venir pour des raisons personnelles, le pauvre petit. Ah oui, en Thaïlande, il est désormais interdit de manifester. Et c'est bien, ils ont pris exemple sur le pays des droits de l'homme, la France. Vous avez dû l'entendre, ça aussi. Les masques distribués aux professeurs seraient toxiques. Et une dernière pour la route. Est-ce que les jeunes sont les principaux responsables de la progression du virus? Je ne sais pas, je ne suis pas épidémiologiste. Oui. Ce que je sais en revanche, c'est que les jeunes sont très touchés par la crise économique. Je le vois d'ailleurs avec mes propres enfants. Ils se disent, est-ce que je vais trouver un stage? Est-ce que je vais trouver une place d'apprenti? J'étais il y a quelques jours. Alors ça, c'est plutôt positif et je tenais à en parler. C'est un tout nouveau collectif qui s'appelle La Ronce. Ce sont des écolos anonymes qui proposent des actions un peu coup de poing à faire très facilement dans les supermarchés, dans les lieux publics, etc., pour attaquer les grands lobbies pollueurs et polluants. Et donc, ils proposent plein de petites actions sympas à faire très facilement, puisqu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que les gros pollueurs, volontairement ou non, mais on fait en sorte que leurs produits soient disponibles au plus grand nombre et donc soient très très accessibles pour mener des actions sympas. Et donc là, par exemple, hier, leur première action officielle, c'est de s'attaquer aux grandes marques de sucre, donc Daddy, Saint-Louis, Beguinsay, tout ça, parce qu'en fait, ce sont des marques qui financent les producteurs de betteraves. Et donc, ces lobbies-là qui ont poussé à la réautorisation de certains néonicotinoïdes, vous en avez entendu parler, c'est ces pesticides qui tuent des abeilles. Et donc, vous le savez peut-être pas, mais Macron et son gouvernement ont réautorisé ces pesticides tueurs d'abeilles. Et donc, c'est très, très grave. Et le collectif La Ronce propose de s'attaquer par l'argent à ces grands groupes. Donc c'est très intéressant. Je vous invite à aller voir leur page Twitter et des articles à leur sujet et à suivre ces actions et à les partager. C'est très facile, c'est très rapide. Faut le faire. Maintenant, je pense que la meilleure façon de lutter, on voit bien les manifestations, c'est très difficile. On l'a vu avec Extinction Rébellion, il y a quelques jours, ils ont voulu occuper une place et puis ils se sont fait dégager au bout d'1 heure. Entre parenthèses, on voit bien qu'Extinction Rébellion est logé à la même enseigne que les Gilets jaunes. Faut pas croire qu'ils sont privilégiés.
Donc on voit bien que la meilleure façon de lutter, c'est plus vraiment par la manifestation en ce moment, tant qu'on n'est pas assez nombreux, c'est par des actions coup de poing, et je trouve que ce genre d'action, c'est très intéressant. Et tout est lié, hein, l'écologie, le pouvoir d'achat, c'est lié complètement. Donc si on s'attaque à ces grands groupes, on s'attaque à cette politique néolibérale de l'ultra-riche contre les classes populaires. Donc, et puis sauvegarder la planète, c'est nous sauvegarder nous-mêmes, puisqu'on est des habitants de cette planète. Enfin, je veux dire, ça a l'air logique comme ça, mais il faut le répéter parce qu'on a tendance à nous séparer de la nature alors qu'on en fait partie. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous aurez préféré regarder cette petite vidéo plutôt que de vous taper les 2 discours. Ne soyons pas dupes, continuons à lutter et à nous faire entendre. Il est temps que ça change, plus que temps. Ne faisons pas comme nos gouvernements, à agir après la vague, agissons avant ou le plus tôt possible, n'attendons pas plus. Il faut agir le plus vite possible, sinon on est mort. À bientôt.